Superstition, la nuit, sont des cordes tendues au-dessus du vide. Il franchit le mur par l'endroit où la vigne, belle l'été, devient échelle l'hiver. La rue sentait la poussière humide. Il se couvrit de la laine rude, respira le sel pour s'enivrer de sa certitude, et se mit à marcher, non vers le port officiel, piège évident, mais vers le sentier qui dévale entre deux maisons pauvres, où les femmes lavent parfois les draps en jurant contre les rochers, les pas en biais, comme on le lui avait appris, les pauses régulières, le souffle tenu quand le monde exhale un bruit suspect. 2 fois, il crut que tout était fini. Une voix d'homme, un coup sur un bois, un chien qui éternue. 2 fois, le galet réchauffa sa paume, apaisant sa folie. Lorsqu'il atteignit le dernier muret, au-delà duquel la nuit devenait la mer, il s'accroupit, attendit que ses yeux habillent les ténèbres. Alors, très loin, il la vit, la minuscule flamme qu'on avait promise. Un feu court, bleu dans son cœur, que le vent déformait sans l'éteindre. Le code voulut qu'il siffle 2 fois, comme un oiseau qu'on ne capture plus. Il siffla. Rien. Il siffla encore. Une forme se détacha, noire sur plus noir. Une voix, gutturale, étrangère, posa la question rituelle. Lysias répondit dans le dialecte, les syllabes trébuchant et pourtant exactes, comme si l'île parlait à travers lui. On lui demanda ce qu'il possédait. Il répondit « Le poids d'un homme et la mémoire des autres. » Un silence, puis « Monte. » Il se laissa glisser. Le sel, la laine, le galet, tout, soudain, pesait moins que sa peur. La barque se souleva, ronron de bois sur eau. Les bras qui ramaient sentèrent la résine et l'huile. Personne ne le regarda. C'était la grâce. Il aurait fallu que l'histoire s'arrête là, sur une mer qui emporte. Mais la cité, cette amante maligne, n'aime pas qu'on la quitte sans lui offrir un dernier regard. Au moment où la barque franchissait la ligne invisible qui sépare le rivage du large, un cri fusa derrière, loin, trop loin pour être le sien. Le cri d'un homme qu'on avait surpris à l'endroit du muret. Les chiens, cette fois, aboyèrent vraiment. La barque hésita. Les marins n'aiment pas ramener dans la barque la guerre du rivage. Un vieil homme, qui devait être le chef, leva la main. « Tu descends, dit-il, ou tu emportes avec toi des ennemis que nous ne voyons pas. » Lysias ne dit rien. Sa bouche était une coupe vidée d'un seul trait. Le chef ajouta « Dis-moi une chose vraie sur toi. Une seule. Si elle résonne, tu restes. Sinon, l'eau fera le reste. » Alors l'enfant, qui n'avait pas de nom à vendre ni de bourse à ouvrir, montra ses dents comme on montre les armes et dit « Claire, je ne suis pas ce qu'ils ont fait de moi. » Le silence se creusa, immense. Le vieil homme sourit, premier sourire depuis des années. « Alors tu es des nôtres, pour cette nuit. » Et la barque prit la haute mer. La ville s'effaça comme un rêve au réveil trop brusque. La côte devint une ligne d'encre entre deux noirs. L'air se chargea de sel, celui qui ne ment pas. Les marins gardèrent leur mutisme d'objets vivants. L'un d'eux, pourtant, glissa à Lysias une gourde. De l'eau, pas du vin. L'enfant but, et ses entrailles, habituées à d'autres poisons, se souvinrent d'un bonheur oublié. Il pensa à Théon, à Cléanax, au regard donné, reçu, refusé. Il pensa à Philon, qui peut-être dormait dans une autre barque, ou dans l'eau, ou dans un récit qui n'était pas le sien. Il pensa surtout à la phrase répandue dans sa poitrine comme un feu. « Jouer naine et pas devenir. » Et il se demanda ce qu'il deviendrait quand le jeu aurait cessé et que la vie, vraie, morderait ses chevilles. Au petit matin, l'horizon se dessina, coupant le ciel en deux. Une langue de terre, basse, grise, approcha. L'un des marins, celui qui avait la cicatrice en forme de croissant au coin du sourcil, lui montra du menton un repli de côte. « Là, on ne te pose pas dans un port. On te pose dans un entre-deux. Tu sauras choisir la suite. » La barque entra dans une petite crique où des roches poplates, comme des animaux endormis, buvaient les vagues. On le fit descendre, sans un mot de plus. Le chef, pourtant, brisa la règle du silence. « Tu as dit une chose vraie sur toi. N'en dis pas trop d'autres.
l'homme qui se raconte devient un filet où il s'étrangle. Puis la barque repartit, engloutie par le pli liquide du monde. Seul. Il était seul, pour la première fois, sans maître, sans cœur. Le vent eut l'odeur d'un linge propre. Il posa la main sur la pierre de la crique, et dans cette rugosité, il retrouva son galet lisse, comme si deux vérités contraires se partageaient désormais son avenir. La dureté des routes et la douceur de ce qu'est-ce qu'on garde au creux de soi. Il fit quelques pas, chancela, rit, pleura. Le soleil, sans malice, lui fit plisser les yeux. Des mouettes crièrent au-dessus de sa tête, moqueuses, indifférentes. Le monde le supportait sans l'aimer, et c'était déjà assez. Il marcha jusqu'au sentier, à peine gravé dans la terre, qui serpentait entre des buissons de lentisques. Dans une anfractuosité, la vieille crétoise lui avait dit qu'il trouverait parfois, sur ses côtes, des dépôts de pêcheurs. Du fil, des crochets, un caillou taillé. Il trouva, en effet, une boîte de bois, si habilement cachée qu'il pensa d'abord à un piège. Elle contenait des hameçons, un petit couteau, un morceau de corde. Un trésor au prix du monde. Il prit, remercia sans le dire, et reposa la boîte avec plus de soin qu'on en met à une offrande. Puis il monta, lentement, vers la ligne basse où des murets abandonnés racontaient le passage des hommes. Sur le plateau, il vit des oliviers maigres, tordus comme de vieilles mains. Il y avait là une cabane, effondrée à demi, mais dont le toit tenait encore. Il y entra, respira l'odeur de terre froide. Il sut qu'il survivrait au moins une nuit. La liberté, premier matin, ressemble à une fin neuve. Il dormit par éclats, le dos contre le mur, la tête sur sa laine. Ah, l'heure où la chaleur devient un fardeau, il se réveilla des cas, un cauchemar où la statue des crocs, Hermès S, laissait effondrer sur sa poitrine. Il sortit pour chasser le rêve, et tomba nez à nez avec un homme aux yeux clairs, un berger sans mouton apparent qui tenait dans une main un bâton, et dans l'aide autre un couteau trop long pour un être qu'à d'un outil. Ils se regardèrent longuement. L'homme ne sourit pas. Il dit « Tu viens d'où » La question simple pouvait tout ruiner. Lysias pensa à la recommandation du vieil homme de la barque. Il répondit « D'un lieu où la parole se vend ». L'autre hocha la tête, appréciant peut-être l'esquive. « Ici, dit-il, on paye en lait et en sel. Comment t'appelles-tu » Cette fois, il fallait un nom. Pas le vrai, pas le volé. Un nom qui lui appartiendrait sans être à personne. Il dit « Ménandre ». L'homme haussa une épaule. « Ménandre, alors, tu peux rester cette nuit. Demain, seule la terre saura si tu es des siens. » Ainsi commença la seconde vie de Lysias, sous un faux nom, dans un espace entre la pierre et la mer. Il apprit à nouer les filets, à lire les rides de l'eau, à reconnaître dans l'écume le passage d'un banc. Il apprit surtout le silence qui n'écrase pas, celui qui protège. Le berger sans mouton S appelait Iron, ironie du monde. Et il vivait là parce que une guerre, ailleurs, l'avait privé de troupeaux, de fils, de patience. Il parlait peu. Il mangeait peu, il partageait sans calcul. Il offrit à l'enfant une paire de sandales trop grandes, un manteau trop court. Et ces décalages sauvaient Lysias de l'habitude. Rien n'était à sa taille. Tout devait être réinventé. Parfois, Iron racontait des histoires. Pas des mythes, pas des dieux, mais des contes de blé, des poids de laine, des marchés où l'on ment sans scier. Et dans ces récits pauvres, Lysias découvrit une vérité. Les hommes perdent surtout leurs illusions. Cette paix rude dura un cycle de lune. Le corps de Lysias changea. Les épaules se durcirent. Les mains prirent ces petites natures mortes de sel qui restent après le travail. Il s'éveillait en criant moins souvent. Il supportait d'être seul sous le ciel. Mais la cité, qui ne renonce pas à ses parts, envoya un signe que seul celui qui a vécu entre ses murs peut entendre. Un matin, au bord d'un chemin, une figurine d'argile était posée, chèvre grossière avec un collier peint. Les enfants en laissent partout, direz-vous. Sauf que cette figurine portait, à la base, une marque exactement identique à celle qui ornait, dans la maison du maître, le pied d'un petit autel domestique.
Un double chevron, discret, signature d'un artisan qui n'exportait jamais. Ce détail, absurde, signifiait une seule chose. Quelqu'un, venu de la maison, avait posé ici un signe, intentionnellement. Le cœur de Lysias se serra, le galet chauffa. Hiron, voyant son trouble, demanda « Tu sais lire les cailloux ?» Il montra la figurine. Celle-là parle. L'homme la prit, la pesa, grimaça. Ce genre d'argile ne vient pas d'ici. On t'a suivi. Ou on t'appelle. Il reposa la chèvre doucement, comme on dépose un enfant endormi. Quoi que tu fasses, fais-le vite. Les choses lentes nourrissent les loups. Lysias décida alors que sa fuite ne serait pas une disparition, mais une translation. S'il quittait la côte, ce serait pour entrer dans une ville qui n'était pas la sienne, où son visage ne serait qu'un visage. Il pensa à Égine, île plus proche, riche de marchands qui se soucient davantage des comptes que des visages. Il pensa y trouver du travail, non pas dans une maison, jamais plus, mais sur un quai sous le soleil rude, à porter des amphores, jusqu'à ce que ses souvenirs en soient repoussés à la lisière de sa fatigue. Hiron, sans rien demander de plus, indiqua la direction du cap, le nom d'un homme qui vend des cordages, et qui, s'il entend le nom d'Hiron, fera semblant de ne pas l'entendre pour mieux abaisser le prix. « Va, Ménandre, dit-il à la fin, et si un jour les dieux passent ici, je leur dirai que tu as payé ton passage en silence. » Le chemin vers Égine réduisit le monde à 4 choses: l'eau, la pierre, le soleil et la volonté. Il parvint au cap, attendit la barque des passeurs à l'abri d'un rocher, sentant couler le temps comme une huile lente. Lorsqu'une proue se montra, il reconnut la manière, le muscle, la prudence d'hommes qui vivent des interstices. Il fit un signe bref, répéta les mots faits pour cela. On le prit à bord, sans question. La traversée fut courte et longue, comme toutes les traversées où l'on change de vie. Lorsqu'il posa le pied sur le quai d'Égine, il se sentit vieux et neuf à la fois. Il remercia mentalement la mer, la pierre, le vent, Hiron, Cléanax, Théon et même Philon, car il fallait bien bénir aussi les miroirs qui nous humilièrent. Ils nous apprirent à marcher autrement. Égine ne lui offrit pas l'oubli, mais elle lui offrit la concurrence, ce qui est parfois mieux. Sur le quai, on n'a pas le temps d'appartenir. On appartient aux tâches. Il porta, souleva, roula, lia, cassa, répara. Ses mains devinrent des outils dans qui pense. Il loua un coin de sol dans un hangar qui sentait le poisson et l'espoir. Il acheta une tunique trop serrée et la chose la plus précieuse qu'un homme libre possède, un bol à lui. Le soir, il buvait de L au haut dans ce bol, et cela suffisait à le persuader qu'il était un homme, et non une idée dans la tête un autre. Un soir, près du marché, il croisa un visage qu'il avait cru perdu à jamais. Théon. Le Naxiote avait quitté la maison, à la faveur d'une disette qui avait contraint le maître à renvoyer des bouches avant de renvoyer des vices. Théon l'aperçut, resta d'abord figé, puis éclata d'un rire bas, incroyable, comme si le monde, l'espace d'un souffle, avait rendu quelque chose qu'ils n'avaient pas promis. Ils ne s'embrassèrent pas. Ils ne dirent pas de grands mots. Théon se contenta de poser sa main sur l'épaule de Lysias et de laisser là sa chaleur. « Ménandre ?» demanda-t-il avec un clin d'œil. Lysias hocha la tête. Alors Théon lui raconta le reste, comment la maison s'était resserrée après sa fuite, comment Cléanax avait disparu des banquets, comment une statue d'Hermès, un matin, avait été retrouvée renversée sans qu'on sache pourquoi. On accusa le vent. Comment un maître, qui se croyait un dieu, avait pâli de n'être qu'un homme. Ils se donnèrent rendez-vous au même endroit, chaque 6e jour, pour s'échanger des nouvelles et du silence. À leur rencontre, ils ajoutèrent bientôt une 3e personne, une femme, veuve d'un marin. Kisoyaho appelait Chryso et tenait un étal de filets d'Ewall. On vendait plus de récis que de varech. On vendait plus de... Elle devint, pour Lysias, l'espace où le monde cessait de ne parler que d'hommes. Elle parlait de la mer comme d'une amie volage. Elle apprit à Lysias à réparer un filet avec la patience une mère qui tresse les cheveux une enfant qui pleure.
Elle rit peu, mais quand elle riait, on croyait entendre du verre brisé qui accepte d'être beau malgré tout. Ainsi, dans la ville qui n'était pas la sienne, sous le nom qui était devenu le sien, Lysias vécut une vie humble et solide. La nuit, parfois, Leto revenait, et dans l'obscurité, il revoyait la chambre, les lampes, les masques. Alors, il sortait le galet, le roulait entre ses doigts, jusqu'à ce que le cœur rentre dans sa cage. Puis, un matin d'équinoxe, une nouvelle, simple et effrayante, arriva par la bouche d'un marin venu d'Athènes. Le maître était mort. Non pas dans un drame, non pas dans un incendie juste, mais d'une fièvre, bête, grise, dévoreuse d'hommes sans gloire. Cette mort, insignifiante, fut pour Lysias une vérité arrogante. Le monde ne paie pas toujours ses dettes. Il les oublie. Il ressentit d'abord une colère froide. La justice s'était déguisée en maladie. Puis, lentement, il sentit se défaire un nœud. Il n'y avait plus de chasseurs. Il n'y avait plus de statues à haïr. Il n'y avait plus, non plus, de promesses de réparation. Il ne restait que ce qu'il était en train de construire, pierre après pierre, avec ses mains qui avaient un servi, et qui, désormais, servaient autre chose. Ce soir-là, il marcha jusqu'au point le plus haut de l'île. Le vent lui parlait dans toutes les langues qu'il avait apprises. Il posa le galet sur sa paume et, pour la première fois, accepta l'idée de s'en séparer. Mais il le remit dans sa poche. Pas encore. Il lui restait un rôle à jouer. Non celui d'un esclave, non celui d'un acteur, mais celui d'un homme qui entre, enfin, dans son histoire par la porte principale. Et dans le ciel, au-dessus de sa tête, la première étoile perça, insolente, comme un clou dans la peau du monde. Il sourit. La suite viendrait. Elle avait déjà commencé. Le lendemain, le travail sur le Kéel arracha à ses pensées comme on arrache une encre au fond, par à-coups, dans la douleur sourde d'habitude mal détachée. Les hommes criaient des noms d'îles à la manière dont on appelle des chevaux. Égine, Salamine, Paros et les amphores roulèrent sur les épaules, frappant les clavicules de leur ronde obstination. Au milieu de cette chorégraphie pesante, il apprit la grammaire d'un autre monde. 2 pas pour lever un pas pour tourner, 3 pas pour poser souffle long-gorge sèche, les doigts qui cherchent naturellement les cordes, là où la peau à force s'est épaissie. On ne lui demandait plus de sourire, on ne lui demandait plus d'être beau, on lui demandait d'être là, solide, à l'heure, et cette exigence simple lui fit l'effet d'une absolution. C'est dans cette fatigue neuve que la mémoire se mit à cicatriser. Les nuits ne furent pas claires d'un coup. Certaines le jetèrent encore contre le mur, bâillonné par des mains absentes. Mais le galet, roulé entre l'index et le pouce, reprenait à chaque fois son office de phare minuscule. Il lui sembla que la pierre, polie par sa sueur, s'assombrissait encore, comme si elle buvait la part la plus sombre du passé. Il ne parla à personne de ce secret, pas même à Chryso qui, désormais, lui laissait une miche plus grosse ou une sardine supplémentaire quand la journée avait été mauvaise. Elle n'avait pas posé de questions. Elle s'était contentée, la première fois, de toucher du bout de l'air squaler. She bleu le ongle une couture mal faite à la manche de sa tunique et de dire « Tu as recousu seul. Tu recouseras mieux la prochaine fois. » C'était une bénédiction qui ne se voulait pas telle. Théon, au fil des semaines, gagna du ventre et perdit de la peur. Il travaillait dans un entrepôt où les ballots de laine s'empilaient comme des collines dociles. À leur rendez-vous du 6e jour, il apportait des bribes de nouvelles. Coups de vent venus d'Athènes, noms de magistrats, rumeurs de procès, listes de navires. Un soir, il dit tout bas, en reboutant la lanière D, une sandale, « On prononce ton ancien nom dans des bouches qui n'ont pas le droit de le connaître. Je ne sais pas si c'est une chasse ou une prière. » Il ajouta, après un silence, « Cléanax a laissé une note chez un marchand de vin, pour un certain Ménandre qui vient à la nuit compter les amphores. » Ils se regardèrent, trop longtemps pour des hommes qui veulent rester prudents. Lysias hocha la tête. « Je viendrai, dit-il, et les mots étaient lourds comme des pièces que si on pose sur une table où elle, on joue sa liberté. » La boutique du marchand n'avait rien d'une cache. Porte grinçante, odeur de lit, planche bancale. L'homme, un chauve à moustache trop fier, l'accueillit en lui glissant la lampe presque au visage, comme on examine un poisson qu'on prétend acheter.
dans le tonneau fendillé, souffla-t-il enfin, en sortant pour compter des amphores imaginaires. Dans le ventre de chêne, parmi les copeaux et l'odeur d'acide, une feuille l'attendait, si mince qu'elle ressemblait à un bruit. 2 phrases, tracées nettes. On enseigne encore sur l'Agora que la liberté est un exercice quotidien. Si tu veux, j'ai des exercices à te proposer. C. Aucune signature n'aurait pu être plus claire. Il ne sourit pas. La joie dans ce monde-là se payait au double. Il remit la feuille au dé. Un mouvement qui fut plus une prière qu'un geste, et sortit, laissant au marchand le soin de faire semblant de lui vendre une jarre d'huile qu'il n'avait pas achetée. Les exercices prirent la forme la plus inattendue. Apprendre à disparaître sans fuir, à être vu sans être nommé. Cléanax ne le vit pas d'abord. Il le plaça dans des pièces où l'on parlait de lui à la 3e personne, lui apprit l'art de l'oblique, celui des hommes, que l'on croise 1000 fois avant de demander leur nom. La cité, disait le philosophe, n'est pas seulement la somme des lois, c'est le théâtre de nos angles morts. Si tu veux vivre, deviens un angle. On se rencontra finalement à l'aube, sur une terrasse basse des houles. On voyait les mâts comme des doigts tendus vers un dieu indisponible. Cléanax avait perdu du poids et gagné de la prudence. La lumière lui tombait sur le visage comme une fatigue propre. « Il n'y a pas d'école pour ce que tu as vécu, Ménandre, dit-il sans détour. Mais il y a des usages pour ce que tu vivras. On te cherchera non pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu es capable de raconter. Alors apprends le métier le plus utile, celui de ceux qui transforment les récits. » Ils s'exercèrent à nommer sans livrer, à taire sans mentir. Cléanax lui fit répéter des scènes à voix basse. Vendre du poisson, louer un portefeuille, négocier un prix. Puis, soudain, l'obligea à se tenir droit, à parler haut, comme un homme sûr de ses papiers. « Ce n'est pas pour la cité, c'est pour toi », précisait-il, et chaque « tu » sonnait comme une absolution. Ils firent, elles, inventaire des peurs, comme on fait, elles, inventaire des... Une maison après un incendie. Ce qui manque, ce qui reste, ce qui peut encore servir. Ta colère, garde-la pour les jours de calme, dit-il un matin, où la mer était trop plate. Elle te tiendra compagnie quand le monde te négligera. Une autre fois, ne rends pas compte de tes cicatrices. Personne n'achète des mémoires sans vouloir les posséder. Au marché, Chryso, qui voyait plus loin que ses yeux, commença de lui apprendre des gestes qui ne s'apprennent pas dans les livres. « Tu veux filer ? Apprends d'abord à rester, sinon on te cherchera là où tu n'es pas avec trop d'application. » Elle lui montra comment on refait un nœud que la pluie a serré, comment on masque une déchirure sous une couture qui ne se voit pas, comment on écoute les vieilles lorsqu'elles racontent la mer. Elles disent de l'eau, mais elles se souviennent des hommes. « Tu vois ce filet ? Il a plus vécu que toi. Respecte les choses qui ont plus vécu que toi. » Elle ne parlait jamais du passé de Ménandre. Elle parlait de la façon dont il déposait les paniers, de sa manie de compter les pièces 2 fois, de sa tendance à regarder derrière lui. « Les chiens sentent ça, mon grand. Laisse-leur renifler, puis oublie-les. » Le printemps, sur l'île, a l'art d'ouvrir des portes qu'on croyait murées. Un matin, le ciel S était lavé si complètement que l'être R avait l'os odeur de une peau neuve. Lysias, Ménandre désormais dans la bouche des autres, portait des cordes quand un navire à étrave haute entra, couvert du bleu sombre des coques qui vont loin. On murmura un nom, pas celui d'une aile, celui d'un homme. Déméas, factor d'un riche archonte d'Athènes, connu pour 2 choses qu'on ne devrait pas tenir dans la même main: son honnêteté commerciale et sa mémoire des visages. Il descendit à quai avec cette démarche d'« Ô homme qui a dicté des lettres tout le hiver » et vient vérifier que le monde a obéi. Il salua 2, 3 marchands, fit tourner dans ses doigts l'anneau lourd où scintillait un minuscule lion. Puis ses yeux balayèrent la foule. Ils ne s'arrêtèrent pas. Il n'y eut pas de reconnaissance, pas de sursaut. C'était une grâce et une menace. Le monde a des yeux qui voient et qui parfois gardent leur savoir pour demain. Le soir même, Cléanax posa sa paume sur la table comme on pose un verdict. « Ne fuis pas,
dit-il. C'est avec les fuites qu'on trace les cartes de ceux qui te chassent. Reste là où tu es. Densifie ta présence. Le danger, parfois, traverse comme un vent. Il ajouta, presque pour lui-même, « Déméas n'aime pas les scandales. Les hommes sérieux préfèrent les pertes sèches aux histoires qui tâchent. » Chryso, de son côté, resserra ses filets, changea de place 2 caisses, fit asseoir Ménandre à l'ombre, dans cet angle où le soleil ne surprend pas les apprentis. « Si l'homme au lion te demande ton nom, donne-lui la version brève, » dit-elle, et ce fut la seule allusion qu'elle se permit. 2 jours passèrent. Déméas acheta, visita, nota, répara des liens, hurla un prix, sourit à contretemps. Puis, sans raison apparente, il s'approcha de l'étal de Chryso. Il voulait des filets d'une certaine maille, ceux qui attrapent les prises fines sans blesser les grosses. « Et toi ?» dit-il, en tournant à peine la tête vers Ménandre. « D'où viens-tu » Il avait la voix des hommes qui partagent le pain avec les comtes. Ménandre répondit comme on lui avait appris, d'un peu partout, d'un peu nulle part, d'assez près pour connaître le vent, d'assez loin pour ne pas reconnaître les hommes. Déméas eut un mince sourire. Les faux modestes blessent moins d'orgueil que les vrais pauvres, souffla-t-il, presque aimable. Il prit les filets, posa les pièces, ajouta une figue sèche au-dessus. Geste inutile, signe d'un homme qui calcule jusqu'à sa générosité. Puis il s'éloigna. Quelques heures plus tard, alors que le soleil oblique donnait au port le goût d'un vin trop vieux, un autre navire accosta, plus léger, plus vif, l'étrave insolente, la voile encore chargée de sel. El Tatéhomme qui sauta sur le quai aurait pu être N. Importe qui si le monde N avait pas mis tout son art à le faire être précisément lui, Philon. Il avait l'est air de ceux qui ont appris à transformer leur beauté pour qu'elle serve à la fois d'ais, armure et de couteau. Ses boucles, plus courtes, encadraient un visage durci, la bouche moins prête à mordre que jadis, mais plus prête à se taire. Sur sa main droite brillait un anneau, pas celui de Déméas, non, un autre, où le même lion semblait sourire à contre-jour. Le monde, d'un coup, perdit sa profondeur. Lysias sentit le sol bouger sous ses sandales comme un ponton mal amarré. Philon regarda autour de lui, une seule fois, longuement, tel un homme qui rentre chez lui dans une ville étrangère. Ses yeux glissèrent sur Ménandre sans s'y poser. Il demanda de l'eau, but à grandes gorgées, posa la cruche, essuya sa bouche d'un revers de poignet qui fit teinter l'anneau. Tout était pareil, tout était différent. La rumeur courut avant même que les voix ne la trouvent. Le jeune homme venait sous la protection d'un bienfaiteur athénien. On parlait d'affaires à régler, de cargaisons à signer, d'un héritage compliqué. Les hommes aiment l'odeur du mot héritage, grogna Chryso, comme si elle avait mordu un noyau. Théon, qui arrivait, manqua une marche en le voyant. Il se rattrapa, reprit souffle, salua comme un portefaix salue celui qui peut l'employer. Philon jeta un regard vague et bienveillant, ce regard neuf qu'il savait, jadis posé pour que la pièce tombe dans sa main. Il n'avait pas l'air d'un chasseur. Il avait l'air d'un messager trop beau, ce qui est un autre type de danger. Le soir, Cléanax posa 2 pierres sur la table, côte à côte. Le galet noir de Ménandre, qui lui avait demandé un instant, et une pierre claire ramassée dans le jardin. Tu peux, si tu veux, te raconter que la première contient ce que l'autre ignore, dit-il doucement. Mais ce serait une erreur de croire que... Il suffit de serrer un talisman pour défaire les anneaux des autres. Philon n'est pas un revenant, c'est un passage. La question n'est pas « Pourquoi revient-il » La question est « Par quelle porte était-il sorti ?» Ils restèrent longtemps silencieux. Les torches dehors balançaient des bribes de voix comme des filets qu'on secoue. Le philosophe ajouta enfin « Les hommes qui survivent à la maison des autres survivent rarement seuls. Celui-ci doit sa peau à quelqu'un. Et les dettes, en ce monde, ressemblent à des morsures. Elles cicatrisent en apparence et rongent dessous. » La nuit qui suivit, Ménandre marcha jusqu'à la pointe où les lanternes des pêcheurs noircissent le ciel, comme des piqûres de abeilles.
Il pensa à la chambre, au masque de serviteur, à la phrase arrachée qui avait fait basculer la pièce. Le chien qui lèche la main. Il pensa à Philon, à cette rivalité sans nom, à cette jalousie qui ne avait jamais été de l'amour, mais de la lucidité blessée. On lui avait donné comme miroir un visage où il ne voulait pas se réfléchir. Il essaya d'imaginer la vie de l'autre, sa chute, sa nage, ses rencontres, les mains qu'il avait tissées à bord, les phrases qu'on lui avait enseignées pour le faire utile. Il n'y parvint pas. On ne fabrique pas l'itinéraire d'un autre pour se rassurer. On fabrique le sien. Alors, il tâta le galet, comme on frappe à une porte que l'on sait close, et se jura d'aller au-devant du danger, plutôt que d'attendre qu'il choisisse, elle, heure. L'occasion vint d'elle-même. Déméas, à la 3e aube, fit annoncer qu'il cherchait des bras pour décharger un lot de bois précieux, avant que la chaleur ne le fende. On se présenta, on coupa, on souleva, on porta. Philon, sans faire le noble, prit une extrémité, et son souffle, à portée de celui de Ménandre, eut cette ancienne cadence qui avait tant exaspéré l'enfant qu'il était, régulière, sûre, presque chantée. À la fin, tout ruisselant de sciure, ils restèrent un moment, par terre, adossés au même tas, séparés par la largeur d'une corde. Philon tourna la tête. Enfin, il regarda Ménandre comme on regarde un homme qu'on a connu autrement, ailleurs, et dont on comprend soudain qu'il a déplacé son centre. « On se connaît », dit-il simplement. Pas une question. Une reconnaissance qui ne livrait rien. « On s'est croisés », corrigea Ménandre, et le courant entre les deux se chargea d'étincelles invisibles. « Je porte les choses maintenant », ajouta Philon après un temps. « Et toi ?» Il ne demanda pas un nom. Ménandre répondit. Je répare ce qui a été trop tiré. Ils parlèrent comme s'ils recommandèrent des outils. Le silence, ensuite, ne fut pas hostile. Il fut un pont. Déméas passa, les yeux clairs, l'anneau lion mordant la lumière, salua d'un signe sec, continua. Aucun des deux jeunes hommes ne bougea. Puis, Philon, se relevant, glissa dans le creux de sa paume quelque chose de infime, un éclat de coquillage taillé, avec ce geste ancien qui, haine, appartient qu'eux aux enfants des maisons, donné sans être vu. « Si un jour on te demande d'où vient ta force, murmura-t-il, dis-leur que c'est du large, pas des murs. » Et il s'éloigna avant que Ménandre n'ouvre la main. Le soir, Chryso pesa l'éclat du regard, non de la main. « Ce garçon-là marche vite sur un fil, dit-elle. Certains tombent sans bruit, d'autres apprennent à danser. Fais en sorte de n'être pas la musique. » Elle rangea les filets, versa de l'eau dans le bol de Ménandre, ajouta comme on ajoute du sel. « S'il revient demain, fais-lui porter quelque chose. Le poids met les hommes à découvert. » Il revint, et le poids fit son œuvre. Sous les ballots, les postures tombent, la respiration avoue, la nuque parle. Dans cet alphabet-là, Ménandre lut chez Philon une vérité qu'il n'avait pas prévue. Elle, autre N, était ni traqueur ni complice, il était dette vivante. J'ai une traversée à payer, lâcha Philon enfin, à la faveur d'un effort. Les hommes qui m'ont tiré de l'eau m'ont appris à signer. À signer quoi? La présence. Ils me posent dans des ports, pour que d'autres signent à leur tour. Ses yeux ne demandèrent pas pitié. Ils proposaient un savoir. La liberté se monnait, elle aussi. « Et toi ?» demanda-t-il. « Moi ?» dit Ménandre. « J'apprends à rester debout quand personne ne me regarde. » Ils se turent. C'était